Bienvenue dans Destin d'entrepreneur au comptoir, le nouveau magazine de cette info qui met en lumière les leaders de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Notre invité est un acteur majeur de la révolution numérique africaine. Brillant et passionné par l'informatique, cet amour l'a conduit à se former parmi les plus grands. Fort de cette expertise, il a fondé ST Digital il y a quelques années, une entreprise leader dans le cloud et la transformation digitale en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Découvrons sans plus tarder le parcours impressionnant de notre invité du jour, Anthony Samé. Bonjour Anthony. Bonjour Héloïse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Donc Anthony, vous êtes franco-camerounais. Vous avez grandi dans cette double culture, vous avez grandi au Douala. Racontez-nous le Anthony enfant, votre vie à Douala, votre enfance, votre parcours petit. Alors, j'ai avant tout une enfance heureuse. Je suis de couple mixte, enfant de couple mixte. C'est une enfance baignée entre mon amour du basket et du sport et de la compétition, des amis, mais aussi toujours cette double culture. Toujours ces allers-retours entre une France où on est souvent africain et une Afrique où on est un peu français. Donc ça a vraiment été des moments heureux, des moments de développement personnel et puis c'est aussi des moments où on découvre le monde. Oui. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et j'en suis très reconnaissant. Très bien, ok. Donc quand on parle de double culture, pour vous c'est un atout? Je sais que de temps en temps, ça peut être compliqué quand on est sur le continent, comme vous dites, vous êtes perçu d'une certaine façon au Cameroun, d'une autre façon en France. Est-ce que vous en avez fait un atout? Est-ce que pour vous, ça a été une chance? Alors, moi, j'ai vraiment une attitude dans la vie où tout ce qui m'arrive est une chance. Mais clairement, une double culture dans le monde dans lequel on vit est un atout. Tout va plus vite, les mondes se confrontent. Les façons de réfléchir se confrontent et être dans cette double culture, c'est aussi être dans la capacité de s'adapter. S'adapter aux changements, s'adapter aux nouveaux environnements et on le voit très bien aujourd'hui justement avec les technologies et le digital, tout est plus proche. Tous les mondes se bousculent et clairement aujourd'hui c'est un atout et c'est même très important pour la survie. C'est sûr. Donc vous étiez bon élève? Oui, plutôt les élèves à qui on dit peut mieux faire. Donc, dans le cursus français. Dans la zone de confort, qui ont des bons résultats sans effort. Oui, des facilités. Voilà. Oui. Mais vous avez quand même choisi, donc vous êtes parti en classe prépa, ça c'est quand même assez exigeant. Et donc à l'issue du bac, vous partez en France faire votre classe préparatoire. Comment ça se passe, l'arrivée en France? Alors c'est un choc, parce que ce qu'on connaît pendant les vacances, c'est différent de ce qu'on va vivre, de ce qu'on va découvrir dans l'hiver, des nouveaux univers, des gens qu'on va côtoyer. Et tout de suite, on peut être très impressionné. En tout cas, moi j'ai été impressionné. L'adaptation n'est pas facile. C'est vraiment là où il faut commencer à penser qu'il ne faut pas se limiter parce qu'on vient d'un endroit où on commence à se dire qu'il ne faut pas se limiter. Vous pensez que vous aviez une réalité différente donc de votre parcours africain? Et on va en reparler de ce syndrome de l'imposteur, mais est-ce que ça a commencé à ce moment-là de vous dire je suis pas toujours à ma place ou c'est pas quelque chose que vous avez vécu au sein de vos études? Ah si, c'est ce qu'on vit déjà en classe préparatoire, on va être le seul d'origine africaine, ou même si on est d'origine africaine, c'est le seul à venir d'Afrique. On va être souvent le seul noir, on peut, en tout cas à l'époque où j'étais, c'était un peu ces situations-là. Et bien sûr, là aussi, il y a des gens qui sont plus adaptés à ça, il y a des gens leurs parents ont fait prépa, c'est la voie normale. Et vous, dans votre famille, ça va être une voie peut-être perçue comme une voie d'exception. Donc c'est vrai que non, très tôt, faire les choses est souvent un parcours un peu solitaire. Il faut les découvrir par soi-même, il faut pouvoir oser. Et qui est aussi un parcours solitaire qu'on va retrouver tout au long de votre vie peut-être avec ce parcours entrepreneurial. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, on reviendra là-dessus. Je voudrais revenir sur vos parents.
qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Qu'est-ce que comment résumer la façon dont vos parents vous ont élevé? Alors j'ai des parents médecins, donc c'est une profession, on est tourné vers l'autre. J'ai des parents qui ont fait des nuits de garde, qui nous laissaient pour aller à l'hôpital, qui a été avec leurs patients, les patients à l'hôpital et les patients à la maison. Et en Afrique, le médecin, c'est aussi le médecin d'abord de sa famille. En plus donc la grande famille venait à la maison pour se soigner. Et je pense qu'ils m'ont transmis ce respect de l'humain et un certain nombre de valeurs. C'est des valeurs autour du travail, des valeurs de respect, puis des valeurs, on va dire, de transmission aussi. Donc c'est vraiment des choses très importantes, des choses fondamentales. L'intégrité aujourd'hui, surtout dans nos environnements, oui. Ce sont des choses importantes. La capacité de mettre l'humain au centre même d'un modèle de création de valeur, ce sont des choses que je perçois comme un héritage et que j'ai essayé de recréer dans mon contexte d'entreprise. Très bien. Je retourne en France. Donc vous finissez vos études, vous faites des études brillantes, école de commerce, et là vous commencez à travailler. Comment ça se passe? Une fois de plus, c'est le choc parce qu'à chaque fois, c'est toujours une nouvelle, un nouvel dans l'escalier, c'est à chaque fois une nouvelle marche. Et là, j'ai été plongé très tôt dans la tech, et dans la tech au niveau un peu mondial, puisque j'ai commencé chez IBM. Et là, c'est des choses qui sont très impressionnantes. C'est l'immeuble Descartes, c'est le 36e étage, c'est IBM des années 2002. Donc on sort de la bulle, ça reste la société qui incarne la technologie, qui est respectée. Il y avait le Blue Badge, donc c'est le badge bleu qui était censé t'ouvrir des choses. Et j'étais dans des rôles internationaux puisqu'on couvrait, ma division couvrait l'Europe. Ça c'était à Paris. Hein. Oui, c'était à Paris exactement. Et donc c'est aussi des rôles de conseil, et puis c'est des rôles là une fois de plus, le seul africain, le seul noir, beaucoup plus jeune, le seul à être aussi jeune dans l'équipe de seniors, et donc là il faut compenser quoi, il faut se mettre au niveau, il faut s'aligner, il faut comprendre les codes, les standards, l'anglais qui est de norme, le jargon. Tous ces éléments-là. Donc c'était vraiment des années excitantes où il fallait mettre les bouchées doubles pour tenir. À quel moment est-ce que dans cette première aventure professionnelle, est-ce que vous commencez déjà à penser à monter quelque chose? Ou est-ce que est-ce que la fibre entrepreneuriale est déjà présente en vous? Ou est-ce que c'est encore tôt? Alors non, elle est présente parce que on est pour ceux qui se rappellent, on est au sortir de la bulle. C'est pas le nom, ce ne sont pas les startups, mais on est dans l'innovation. À l'époque, le modèle, c'était le modèle du garage, c'est-à-dire les grands entrepreneurs qui avaient monté leur entreprise dans le garage. Et déjà, même dans mes parcours à Télécom Paris, j'avais fait un incubateur, j'avais des initiatives. Le soir, j'avais mon beau-frère avec qui on codait, on essayait de faire des projets, des sites web, on était déjà branchés. C'est-à-dire il y a le travail de 8h à 20h, et puis il y a des tentatives, des innovations. Il y avait déjà le virus qui était là, parce que la technologie était déjà passionnante. Ouais. C'était les premières années d'Internet, on découvrait un certain nombre de choses autour des sites web, des content management systems, c'était les premières années de Facebook. WhatsApp n'existait pas, c'était vraiment un moment passionnant dans le monde de la technologie, et évidemment l'avoir comme travail, c'était aussi l'avoir comme passion après le travail. D'accord, ok. Et donc là vous êtes toujours en France, vous êtes intégré dans ce monde corporate. L'Afrique vous appelle ou pas encore? Vous avez envie de rentrer? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, mais souvent aussi la chance on la provoque un peu. La grande chance de ma vie a été justement qu'à ce moment-là, Microsoft voulait faire plusieurs filiales en Afrique. Microsoft avait un programme pour accueillir des jeunes, et donc j'ai pu être accepté dans ce programme et rentrer en Afrique. Maintenant, là où il fallait un peu la provoquer, c'est qu'il y avait déjà à l'époque un grand débat sur les premiers programmes de la diaspora, les premiers REPAT.
On avait des gens comme Afrique Search qui se lançaient, qui est des premiers cabinets de conseil, qui s'étaient tournés comme ça en disant plutôt que prendre des expatriés, on peut prendre des gens d'origine africaine qui travaillent en Europe. Donc on commençait à émerger cette idée de faire rentrer des générations pour travailler. Et je fais partie de ces premiers un peu cette première vague de répatriation. Mais pour ça, il a fallu aussi aller au forum d'Afrique Search, même par curiosité, même en ayant un travail, aller à Bruxelles, aller être branché, être dans les mailing lists. Donc c'est un peu une chance qui a été provoquée, mais c'est une vraie chance puisque c'était... je pense qu'on a eu, on devait être des milliers de candidats, après on a été 100, après on a été 3. On nous a fait venir à Dakar sur un vol Paris-Dakar pour une journée entière d'entretien et de tests. Et sur les 3, j'ai eu la chance d'être pris. Et c'est ça qui m'a permis de revenir en Afrique en 2005. Donc 2005, retour sur le continent, à Abidjan. À Douala d'abord. À Douala d'abord. En fait, le siège de Microsoft était à Abidjan, donc j'étais entre Abidjan et Douala. Et ça a été ici ma grande découverte d'Abidjan, ma ville de cœur. Alors comment c'était Abidjan en 2005? Alors c'était fantastique, parce que la meilleure façon de se comprendre, donc la meilleure façon pour moi de me comprendre, de comprendre l'Afrique, de comprendre le Cameroun d'où je venais, c'était trouver quelque chose qui était la même chose mais un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le choc du premier voyage qu'on fait dans un autre pays africain. Oui. Parce que tout d'un coup, on se retrouve. Mais en même temps, on perçoit ses différences et on perçoit donc son identité. Et après Microsoft, qu'est-ce qui se passe? Alors, après Microsoft, ça a été SAP. Une fois de plus une multinationale. Puis c'était une évolution un peu logique. Ça a été une aventure particulièrement enrichissante. On a ouvert la filiale du Cameroun avec Microsoft, on a découvert de nouveaux territoires. Et je pense que SAP, qui est un éditeur allemand, c'est le plus gros éditeur de logiciels européens, voulait lui aussi venir sur le territoire et voulait avoir des gens qui avaient fait ce type d'expérience. Mais là où j'avais été le petit jeune de service chez Microsoft, maintenant j'étais en leadership, responsable un peu de cette expansion, de cette installation, de ce développement de l'activité. Et là, c'était une fois de plus quelque chose d'enrichissant, mais aussi quelque chose où il fallait sortir de sa zone de confort. Il fallait s'imposer, il fallait construire une marque, construire un réseau sur plusieurs pays. Et il fallait aussi répondre à ces exigences. Tout à l'heure, vous parliez de double culture, mais il y a une exigence. Vous imaginez le conf call, vous avez un Allemand avec toute la rigueur, la précision, toute la structuration, tous les processus. Et puis derrière, vous avez qui vous demande comment va le business. Et puis derrière, vous avez un rendez-vous avec un fonctionnaire. Un fonctionnaire local, dont vous connaissez tout la mondes complexité. Qui se clashent. Et vous êtes au milieu de ces deux mondes. Donc il faut à la fois comprendre un monde à droite, pouvoir reporting de façon structurée dans le monde de gauche, en ayant en tête de tenir les objectifs. Et c'est là où est remontée un peu mon envie d'entreprendre. C'est là où est remontée mon envie un peu de réconcilier, me réconcilier dans ces deux mondes-là. Pouvoir continuer à avoir la rigueur, les standards internationaux, l'exigence de qualité, le formidable pouvoir de la technologie, mais en harmonie avec la réalité, en harmonie avec le terrain, pouvoir faire vraiment aider les gens à se transformer avec la technologie. Voilà. On a souvent ce problème-là avec les sociétés internationales qui arrivent sur le continent avec leur propre culture, leur propre process. Et je pense qu'en effet, quand on est dans un rôle de leadership, essayer de faire en sorte que le travail soit fait, mais en adéquation avec le contexte local. J'imagine que souvent, vous avez dû peut-être faire plus de politique interne que votre travail. Donc, je peux imaginer que la fibre entrepreneuriale ait été encore plus forte à ce moment-là. Oui, je pense que tout élément où on bouge vient quand même d'une frustration, d'une forme d'insatisfaction. Et la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, c'est le client qui a raison. Même dans ses défauts, même dans ses imperfections, c'est lui qui a raison. Le client est roi. Il est roi, et puis qu'est-ce qu'on fait à la fin de la journée? Quel est le sens de la mission?
Et je reviens encore aujourd'hui de ce que nous on fait aujourd'hui chez ST Digital, c'est accompagner la transformation. Est-ce qu'on est la personne qui est aux côtés du client, aux côtés de la personne, ou est-ce qu'on est quelqu'un qui va lui vendre et courir? C'est vraiment deux attitudes différentes. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai fondé ST Digital. Oui, l'importance de l'accompagnement. Oui. Très bien. Donc on va parler de ST Digital. Déjà, je voudrais comprendre. Donc là, on comprend les fondations, on comprend ce qui se passe en vous, ce besoin d'entreprendre, ce besoin de créer quelque chose peut-être plus en adéquation avec les réalités du pays. Comment vous vous lancez? Alors, je me lance de façon assez subite, mais en y ayant réfléchi depuis longtemps. Déjà, je me lance l'année où j'ai ma première fille, donc c'est aussi des changements personnels. Est-ce que c'est le bon moment de s'y lancer? Et puis finalement, on se dit, il faut se jeter à l'eau. Donc je me jette à l'eau. Je me jette réellement à l'eau, et je me jette à l'eau en fonds propres, avec mes économies, avec ma petite valise, en me disant je vais payer des billets d'avion et repartir à Dakar, à Abidjan, à Lomé, à Brazza, à Douala, à Libreville, et essayer de créer une entreprise régionale. Donc c'est un pari un peu fou, avec quand même quelques fondamentaux solides. La connaissance du terrain, compréhension de la technologie, compréhension je pense, du besoin du marché, et beaucoup de courage. Et beaucoup de courage, c'est ça. C'est surtout beaucoup de courage. Et un carnet d'adresses, malgré tout? Alors, c'est assez paradoxal, parce que un des premières choses auxquelles est confronté l'entrepreneur, c'est la différence entre je connais et je peux pousser à. On peut avoir beaucoup de relations, beaucoup de connaissances, mais ça ne change pas la capacité à concrétiser ce qui se passe à travers ces connaissances-là. Et j'ai été heurté à ça. Vous pouvez imaginer que je connaissais l'ensemble des clients Microsoft, l'ensemble des clients SAP, mais c'est quelque chose de venir avec une casquette, oui, et quelque chose de venir en nom propre. Donc on va découvrir que la confiance c'était pour ta casquette, mais toi en tant que personne, il faut faire tes preuves. Rien ne t'est donné, rien ne t'est acquis. Et bien entendu, c'est une histoire très classique, mais les premières années sont difficiles. Parce que justement, vous restez un individu qui a essayé de faire une boîte et qui est une petite boîte. Donc et ce qui a été intéressant, c'est que mes premiers contrats et les premières choses qui m'ont vraiment permis de me démarquer, ce n'étaient pas des clients que j'avais avant. Mais c'est des gens que j'ai pu bâtir sur la proposition de valeur nouvelle. Alors, moi je voudrais quand même qu'on revienne sur le moment où vous avez failli changer de business et devenir traiteur. Oui, non, je racontais cette anecdote parce que je pense que j'ai ce grand souvenir de mon premier contrat, parce que, donc, bien entendu, on a des grands projets. ST Digital, c'est solutions de transformation digitale. Donc, on voulait fixer quelque chose qui soit aux standards de qualité internationaux, vouloir dès le début être panafricain, vouloir dès le début être dans les codes de Microsoft, de SAP. Oui, la grande vision. Voilà, et bien entendu, on recevait des belles plaquettes et puis rien ne se passait. On déposait de belles plaquettes et rien ne se passait. Et donc mon premier contrat, c'est à la fin épuisé. J'ai un ami qui dit « Ah, mais je vais donner une formation à un gros client, mais tiens... on n'a pas de service traiteur. » Je dis, je prends. Donc le premier chèque que ST Digital a reçu, c'était un service traiteur pour une formation informatique que c'est même pas nous qui donnions. Et ça fait souffler un peu. Ça fait souffler un peu. Donc quel a été votre, du coup, après, est-ce qu'après ça a commencé à, ça y est, les contrats ont commencé à arriver? Qu'est-ce que vous avez commencé à vendre en premier? On voudrait comprendre pour notre audience aussi le processus, parce qu'on sait que la construction d'une société, on part vers une grosse vision, mais il y a plein de petites étapes. Alors oui, c'est vraiment ce processus itératif, parce qu'on va commencer, on a eu cette vision dès le début de faire, non pas seulement de vendre des technologies, mais de faire de l'accompagnement à la transformation. Donc dans notre acte de vente, on faisait aussi du conseil en transformation, on faisait des feuilles de route de transformation. Donc on a commencé en faisant des petits ateliers, des petites formations.
On a fait accompagner quelques clients sur leur chemin de réflexion, de leur feuille de route stratégique, ce type de sujet. Donc ce n'était pas vraiment la technologie, le cœur de ce qu'on vendait, mais ce qu'il y avait autour. Ouais. Donc ça pouvait être de la formation. Maintenant, une fois qu'on vendait la formation, on avait le contact du client. C'était des clients prestigieux parce que c'est quand même des clients grands comptes avec qui on travaille. Et derrière, on pouvait rentrer notre jeu de partenaire parce qu'on avait signé des cartes de partenaire. Donc une fois qu'on arrive à vendre de la formation, on peut vendre des licences. Après, une fois qu'on a vendu des licences, ils vont nous faire confiance pour du service. Et le fait d'avoir fait cette montée-là sur un client A, son concurrent B, on va le voir en disant je fais ça pour A tous les jours. Donc c'est aussi un peu du fake it until you make it à l'américaine. Ouais. Donc c'est comme ça que ça s'est construit. Ça s'est construit en acceptant de faire des petites choses, mais en restant fidèle à sa posture. C'est-à-dire travailler sur du grand compte, travailler sur de la forte valeur ajoutée, travailler sur des sujets de transformation et de changement. Très bien. Je vais maintenant vous proposer une rapide pause. On se retrouve dans quelques instants. Donc Anthony, parlons de souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la souveraineté numérique, avant tout, c'est fonctionner selon ses propres lois, selon ses propres règles, selon ses propres règlements, selon ses propres stratégies, selon sa propre gouvernance. C'est, je pense, la meilleure définition de la souveraineté qu'on puisse donner. Et aujourd'hui, sur le sujet du numérique, il faut se poser les bonnes questions. Si mes données sont sur une plateforme à l'étranger, je suis selon les règles auxquelles se soumet cette plateforme-là. Donc si on travaille sur, je dis n'importe quoi, Google Workspace éventuellement, mes données sont aux États-Unis. Elles sont où qu'elles soient, même si elles sont en France, aux États-Unis, en Afrique, elles sont soumises au Cloud Act américain. D'accord. Ça veut dire que si vous avez une procédure judiciaire américaine, ils ont le droit de voir vos données, de prendre vos données, d'étudier vos données. Donc tout ce qui est dans le Cloud Act vos données sont soumises à cette règle-là. Et si vos données sont en Côte d'Ivoire dans un data center de C-Digital, elles sont soumises à la loi ivoirienne. Donc comment vous œuvrez dans ce sens-là ? Du coup, vous avez créé et construit des data centers sur le continent qui sont africains. Expliquez-nous peut-être pour notre audience qui n'a pas forcément toujours les connaissances numériques que vous avez, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie courante ? D'accord. Alors dans la vie courante, c'est tout simplement aujourd'hui, dans tous les usages que nous avons, nos données sont traitées quelque part. Elles sont dans des data centers. Très souvent, il y a des grands data centers aux États-Unis, en Europe, dans différents pays. Et c'est là où sont situées nos données. Et nous, notre projet aujourd'hui, c'est de construire un cloud 100% africain. Ça veut dire pouvoir créer et construire plusieurs data centers. Donc nous en avons 3 aujourd'hui, un à Abidjan, à Grand-Bassam, un à Libreville et un à Douala. Et nous avons également des sites de colocation chez des partenaires tiers à Lagos, à Lomé, à Brazzaville et à Kinshasa, où nous avons justement créé la possibilité de garder ces données en Afrique. Donc on va proposer dans chacun de ces pays de référence que les entreprises et les gouvernements et les citoyens de ces pays puissent stocker leurs données dans ces data centers. Et ces data centers vont avoir 2 rôles essentiels. Donc ce premier, c'est offrir une possibilité de souveraineté. Vous savez par exemple que les données des Ivoiriens, ça peut être les données de la compagnie d'électricité, ça peut être les données d'abonnement des programmes de télévision, ça peut être un certain nombre de données qui sont importantes, ne sont pas forcément toutes stockées en Côte d'Ivoire. Donc elles ne sont pas soumises à la loi ivoirienne. S'il y a des dispositions autour de la façon de protéger les règlements sur la vie privée qui sont aujourd'hui dans la loi, ce n'est pas applicable. Et c'est le cas pour ces autres pays dans lesquels nous sommes. Donc c'est vraiment la première ligne, c'est cette souveraineté. Et la deuxième ligne, c'est aussi parce que tout simplement, quand on va utiliser envoyer un email, cet email-là, il va partir sur un serveur aux États-Unis avant de revenir en Côte d'Ivoire. Et ça va donc nous créer une dépendance aux fibres optiques sous-marines. Ça va nous créer une dépendance à cet Internet mondial.
ça va nous créer une dépendance en cas de conflit. Oui. Ça va nous créer un certain nombre de dépendances. Et donc avoir des data centers, parce que nous ne sommes pas les seuls, mais il y a plusieurs collègues, des data centers locaux, c'est aussi créer un Internet ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est aussi un sujet aussi au-delà de la souveraineté, c'est être moins dépendant. Et aussi créer de la valeur. Parce que nous, sur nos data centers, on va avoir des experts réseau ivoiriens. Donc pourquoi aujourd'hui mettre 100 $ et les donner à Google alors qu'on peut mettre 65 656 francs CFA et les donner à des Ivoiriens et créer de la valeur localement. Donc ce serait dommage pour ce secteur qui est le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est le premier secteur de création de valeur au niveau mondial. Là, si vous regardez le classement des grandes entreprises, il n'y a plus de banquiers, il n'y a plus de sociétés de pétrole, c'est le numérique. Et pourquoi, dans nos pays, nous aussi, nous n'utilisons pas ce secteur-là pour créer de la valeur? Donc c'est un peu l'idée et la posture stratégique que nous avons aujourd'hui chez Estate Digital. D'accord. Mais construire un data center en Afrique, c'est compliqué, j'imagine. Oui, nous sommes soumis à des contraintes auxquelles ne sont pas soumis ceux qui le font ailleurs. Nous sommes soumis à des contraintes autour de l'électricité. Oui. Le prix de l'électricité et la disponibilité de l'électricité. Nous sommes soumis à des contraintes autour de l'Internet, le prix de l'Internet et la disponibilité de l'Internet. Nous sommes soumis à des contraintes autour de l'expertise. Est-ce que nous avons des gens qui conçoivent, qui réalisent, mais ce ne sont pas ces contraintes-là qui ont été un problème. Nous, on les a vues comme des opportunités. Justement parce qu'il y avait tant de contraintes, d'autres n'ont pas osé. Et parce qu'il y avait tant de contraintes, c'était une opportunité pour un petit acteur, parce que nous restons un acteur de moyenne taille. Nous avons aujourd'hui à peu près 150 collaborateurs répartis sur ces pays-là. Mais du coup, c'était une vraie opportunité. Et ça a été un pari qui, jusqu'à présent, est plutôt en bonne voie. Et fondamentalement, comment vous avez fait pour gérer tous ces challenges au niveau de votre business? Comment vous avez fait en sorte qu'il y ait un service qui soit toujours opérationnel? Comment vous gérez les problèmes de cybersécurité? Expliquez-nous un peu. Alors, il y a plusieurs choses, et peut-être c'est intéressant d'avoir commencé l'interview sur le parcours, parce que certaines choses vont revenir. Une des choses qui va revenir, c'est une compréhension des standards internationaux. Aujourd'hui, opérer en Afrique, mais il faut l'opérer dans les standards internationaux. Il faut être capable d'apporter cette discipline, cette rigueur, ce respect des procédures, cette exigence de certificabilité, puisque nos infrastructures sont certifiées de la même façon qu'un data center va être certifié en Europe aux normes Tier 3, les nôtres vont être certifiés en Afrique dans les mêmes normes, ISO, etc. Donc la première chose, c'est le respect de ces procédures-là, de ces standards, parce que ce sont ces standards de design qui vont créer la redondance, qui vont créer la haute disponibilité. Et la deuxième chose, ça va être quelle place vous allez donner à votre capital humain, quelle place vous allez donner à votre leadership, quelle place vous allez donner aux hommes avec qui vous travaillez pour que l'entreprise ou la structure ne soit pas dépendante d'Anthony, mais soit une structure qui fonctionne, soit une structure dans laquelle on va pouvoir tirer le meilleur de chacun et former une équipe. Et je pense que ça, c'est des sujets très importants. Est-ce que vous êtes capable de prendre sur vous, sur votre ego, pour ramener cette personne qui est le meilleur expert en data center? Est-ce que vous êtes capable de faire travailler ensemble avec du gender balance pour équilibrer ces équipes? Est-ce que vous êtes capable de faire travailler des gens sur plusieurs pays? Et à partir de là, vous allez créer un capital qui dépasse le capital en numéraire, qui est le capital humain, et qui va vous permettre justement de mener vos projets. D'accord. Parlez-moi un peu du business model. Et je reviens sur les data centers. C'est sous forme c'est comme une forme d'abonnement. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors je vais expliquer en termes très simples. Oui. Aujourd'hui, vous avez votre entreprise, vous avez besoin d'avoir un logiciel de montage vidéo, vous avez besoin de structure informatique, vous avez un premier choix qui est de dire je vais dans un magasin, j'achète un serveur, je le branche chez moi et j'installe mon logiciel sur ce serveur. Ce serveur, il va vous coûter 4-5 millions, il va y avoir un technicien qui vient brancher le serveur, installer le logiciel. Et nous, on va proposer sur notre plateforme cloudstore.africa d'aller sur cette plateforme-là et de dire je veux un serveur virtuel. Ça va vous coûter 14 900 francs CFA par mois. Ouais. Et vous allez payer en Wave, en Orange Money ou par une carte de crédit et vous allez accéder à votre serveur.
D'accord. sur un écran. Donc vraiment, on va avoir un modèle qui va être à l'inverse du CAPEX, Oui. mais un modèle OPEX, OPEX. où on va faire de la location. Donc on va proposer le cloud. Ouais. Le cloud, c'est simplement notre ordinateur chez quelqu'un d'autre. Et au lieu de l'acheter, je le loue. Très bien, c'est le SaaS, c'est ça? Exactement. Ok. Anthony, quels ont été les plus gros obstacles là, dans les 10 dernières années, entre le moment où vous avez monté votre société, du coup, eu vos enfants aussi en même temps, parce que pourquoi pas faire très difficile quand on peut. Quels ont, selon vous, quels ont été les moments difficiles, les moments de solitude, les moments de remise en question, et comment vous êtes servi de ces moments-là pour rebondir et pour aller plus haut? Alors, les moments les plus difficiles pour un entrepreneur sous les tropiques, ce sont souvent des moments assez simples. C'est des fins de mois. C'est de dire mes clients m'ont pas payé, il faut que je paye mes salaires. Ouais. Ça va être des moments où on va être confronté aux impôts, aux réalités de notre conformité. Ouais. Donc, et puis ça va être aussi des moments où il faut chercher du capital. Oui. Parce que malheureusement, le modèle et l'environnement dans lequel on est, l'accès au capital est difficile. Donc nous, on a eu la chance de réussir une levée de fonds. Mais il est vrai que se tourner vers les banques est difficile. Les banques vous disent, pour avoir 10 millions, il faut amener 10 millions de garantie. Mais si j'avais 10 millions de garantie, je ne demanderais pas les 10 millions. Donc ça, c'est des moments qui sont pas faciles, mais c'est aussi des moments formateurs. Et c'est des moments où, paradoxalement, on se rend compte que finalement, dans notre projet d'entreprise, dans la façon dont nous fonctionnons, le plus important, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est juste un moyen. Et à partir du moment où nous avons une vision, à partir du moment où nous sommes orientés vers des fins, on relativise ces moyens-là. On prend de la perspective. Effectivement, ce sont des blocages, mais une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, mais finalement, je peux le refaire une 4 fois et qu'est-ce qui m'est arrivé? Il fallait juste que je le surmonte. Oui. Mais fondamentalement, est-ce que j'ai fait les bons choix stratégiques? Où est-ce que j'ai amené mon entreprise? Où est-ce que nous en sommes? Et c'est ça qui était le plus important que ces moments où on était confrontés à l'épreuve de moyens. Oui, et c'est en tirer la leçon, du coup, donc qui est très bien. Anthony, vous aimez jouer? Oui. On va jouer un peu. C'est un petit quiz. D'accord. Vous avez moins de 90 secondes pour répondre. Attention. D'accord. Douala ou Abidjan? Impossible à répondre. Vous passez, vous donnez votre langue gauche. C'est plus safe. Réunion de 8h ou appel à minuit? Appel à minuit. Cloud public ou cloud souverain? Souverain. Levée de fonds ou rentabilité rapide? Bonne question. Bonne question. Non, levée de fonds, c'est beaucoup plus constructeur, ça nous amène beaucoup plus loin. LinkedIn ou appel téléphonique? LinkedIn. Investisseur africain ou partenariat international? Je passe, les deux. Les deux, oui. Échec fondateur ou succès facile? Échec fondateur. Retour au Cameroun ou conférence à Paris? Retour au Cameroun. D'accord. Je vais vous proposer un message pour la fin. Déjà, si vous pouviez envoyer un message à la jeunesse africaine, ce serait lequel? De rêver. Le ciel, c'est la limite. Il n'y a pas de limite. Osez, rêver, exprimez-vous. C'est vraiment quelque chose de... Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'IA. On voit que tout d'un coup, on peut faire des choses incroyables. Mais finalement, l'IA augmente l'humain. Mais du coup, la valeur d'un jeune Africain, elle est unique. Parce que c'est lui qui va alimenter cette IA. C'est lui qui va être augmenté. Donc là où on se posait des limites de compétences, des limites de savoir, ces limites-là sont tombées. Et du coup, c'est une formidable opportunité pour la jeunesse africaine. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à ST Digital? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De réussir. De réussir, c'est pareil un peu fou de devenir un des leaders du cloud 100% africain. C'est notre vœu pour vous.
Anthony Samé, merci infiniment d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été notre invité d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous pour votre attention. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode de Destin d'entrepreneur.